Salam tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour la Perm, le rendez-vous hebdomadaire de Parole d'honneur. Ce soir, on reçoit déjà Omar Bendera. Bonsoir. Cher Omar, bonsoir. Je rappelle que tu es membre de Algeria Watch. Oui, madame. Et que tu es un habitué, un de nos invités préférés de Parole d'honneur. On dit pas ça. On dit pas ça à tout le monde, promis. Je vais coucher. Rejoint juste ici par Yazid. Salam alaikum. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Youssef Boussouma. Ton téléphone comme d'hab. Bonsoir, chers amis. Il check les Chers dernières amis, infos d'Iran, là. Il check. Madame, monsieur, mademoiselle, bonsoir. Azadi, Bonsoir. Comment tu vas ça bien va Toi, ça va? ça va très bien, merci. Tu veux faire un petit rappel pour ton livre? Je rappelle que tu es Je l'auteur. crois que c'était à le faire. Il faut que je le rappelle jamais mieux moi-même. servi. Tu vois, on est jamais servi par toi-même. Je rappelle que tu es l'auteur du Bah, superbe. fais-le, c'est simple. Je rappelle que tu es l'auteur du superbe livre Le son kurde, Les damnés de la montagne, paru aux éditions La Fabrique. Ouais, Tu veux que je dise quelque chose Bah peut-être, oui. Ouais, petite information simplement pour dire que je serai à Nantes ce Voilà. vendredi à la librairie Géothèque et une autre tournée aussi en Bretagne à la fin du mois. Bravo, Et félicitations. voilà. Et je pense qu'on peut aller Génial. directement au vif du sujet là. Et vous pouvez... Ah bah oui, on rentre Ouais, directement. ils peuvent commander à Fabrique, dans les librairies indépendantes, tout ça. Absolument. Chers tous, on est là pour parler de l'Iran. Ouais. Oh Seigneur. Quand on m'a dit que c'était ça le programme, j'étais en mode oh Seigneur. Non, je dis à quelqu'un, c'est pas la vraie DZ Mafia, parce qu'il n'y a pas que des Algériens sur le plateau. Alors là, Non, moi je suis Vous êtes- marocaine algérienne déjà. vous êtes mal renseignés, on a... Sans marocain. Yazid est Marocain. marocain. Est-ce que tu veux qu'on parle de la défaite de l'Algérie Azadi est kurde. Non, non, j'ai rien à dire. non. Laisse les- On fait pas de politique. Pas de fitna entre nous. On fait pas de politique, de toute façon. Bon, pour les gens qui font pas confiance aux médias, un peu comme moi, est-ce que vous voulez bien faire un état des lieux sur ce qui se passe en Iran? Pourquoi est-ce qu'il y a ces mobilisations? Dans les médias, on entend qu'il y a Quelque chose en Iran il y a des centaines de morts, voire des milliers de morts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avéré, c'est qu'il y a au moins 600 morts du fait de la répression de ces mobilisations. Mais bon, on nous envoie cette information-là comme ça, j'ai envie de dire en pleine figure, sans qu'on comprenne, sans qu'on ait des éléments de compréhension pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière les mots répression, le régime iranien, l'islamisme politique du régime iranien, des mobilisations dont on sait... Moi, en tout cas, je ne suis pas sûre d'avoir compris quel était l'objet de ces mobilisations. Est-ce qu'il y a des revendications? Est-ce que ce n'est pas encore clair? Ou en tout cas, est-ce qu'on peut comprendre, donner des éléments de compréhension? Qui veut commencer pour permettre aux gens qui nous écoutent de comprendre ce qui se passe en Iran? Senior. Bon, juste très rapidement et 2 minutes pour introduire. D'abord, la première chose à savoir, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et voilà, il faut savoir qu'on ne sait pas grand-chose dans la mesure, on va pas jouer à CNews par rapport à Gaza, hein. D'accord, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que là, c'est information contre information. Au niveau, alors d'abord, on sait que des mouvements ont éclaté, en Iran. Il y a de cela peut-être maintenant une quinzaine de jours quand même, et des mouvements de contestation qui ont de toute évidence comme point de départ la situation économique, alors qu'ensuite c'est été récupéré par les uns et les autres, c'est un fait, mais pour la bonne et simple raison que ces mouvements de contestation ont commencé par des grèves de commerçants dans le bazar. Enfin, le bazar, il faut comprendre, le bazar, c'est l'ensemble des commerçants. C'est très important comme lieu en Iran, puisque c'est de là-bas également qu'était partie la révolution islamique en 1979. Le bazar sont les commerçants et qui constituent une des bases du régime, hein, une des bases sociologiques du régime. Le bazar a toujours soutenu le régime. Donc le fait que cette contestation et que cette grève des commerçants soit partie du bazar interroge sur... nous dit une chose, c'est que la motivation est d'abord économique. Alors, il faut savoir que 40 années de sanctions, on ne doit même pas dire sanctions, parce que c'est un juge qui est habilité à donner des sanctions. Or, ceux qui ont établi ce qu'on peut appeler des mesures coercitives, et ce que je dis vaut également pour le Venezuela, vaut pour d'autres problèmes, ce qu'on appelle des mesures coercitives
unilatérales, hein, en termes exacts. On dit toujours les sanctions internationales, mais Oui. elles sont mises en place par les Américains. Voilà. La fameuse communauté. Voilà, c'est comme la communauté. Disons, c'est l'Amérique. Point. Ça s'arrête là. Donc voilà, je ne vais pas être trop long. Donc simplement que aujourd'hui une hyperinflation en Iran. Alors c'est très compliqué sur l'histoire de taux de change. On va pas rentrer là-dedans. Sachez simplement que pour avoir $1, il faut 1,5 million de rial, d'accord. Donc la monnaie iranienne, 1,5 million. Je ne sais pas si vous savez, c'est de l'ordre, c'est un peu, ça nous rappelle, pour ceux qui l'ont connu, la République de Weimar, après la Première Guerre mondiale, où il fallait vraiment des sacs de billets. On avait à l'époque des billets allemands de 1 milliard, 2 milliards. On montre ça aux élèves d'habitude, de marque. Tant l'hyperinflation et Et on est dans cette situation avec l'Iran. Juste pour continuer sur ce que tu dis, j'ai pris quelques notes avant de venir. Il faut rappeler qu'en octobre, c'est une inflation à 48,6%. En décembre, elle passe à 42%. On a une chute massive, comme tu as dit, du rial iranien qui atteint son plus bas niveau le 6 janvier. On a une hyperinflation sur les produits de base. Voilà. Le prix du pain a augmenté de 250%, celui du lait de 50%. Donc c'est vraiment la base de la contestation. C'est les gens qui ne peuvent plus se nourrir. Et de toute évidence, alors après, on a toujours de bonnes raisons de contester un pouvoir. La question n'est pas là dans tous les pays. Il y a aussi une grave sécheresse qui s'est voilà. Alors deux grandes, on va y revenir. Deux grandes raisons, deux grandes causes. Cette situation économique absolument catastrophique, qui est le résultat, de toute évidence, de 40 ans de sanctions. Ça nous fait un total de 5000 sanctions. L'Iran subit 5000 sanctions. C'est-à-dire que si n'importe quel pays au monde avait subi 5000 sanctions, c'est pire que les bombardements sur Dresde et Hambourg, je veux dire cumulés, en termes de catastrophe économique. Donc, il y a cette situation économique qui est terrible, absolument apocalyptique, qui est le résultat, parce qu'il faut savoir qu'elles ont été alourdies, ces sanctions, dernièrement, depuis la guerre des 12 jours, où des sanctions de l'ONU maintenant se sont surajoutées, parce que l'ONU fait semblant de croire aux accusations israéliennes, comme quoi l'Iran fabriquerait du nucléaire militaire sans absolument aucune preuve, parce que Trump lui-même a dit qu'il a détruit les facilités nucléaires de l'Iran. Donc il faudrait savoir. Bon, en tout cas, des sanctions sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu constater dans l'histoire. Je crois qu'aucun pays au monde... Alors évidemment, l'analogie avec Cuba s'impose. Voilà, ça va être trop long, une situation économique terrible. Et là-dessus, un stress hydrique absolument épouvantable, qui dure qui est structurel, qui est structurel depuis très très longtemps. Alors après, des gens vont dire oui, mais c'est la mauvaise gestion. Alors on peut dire aussi, il y a des mauvaises gestions dans tous les pays du monde, au niveau. Si je vous disais que par exemple le canal de Suez et le grand barrage d'Assouan, ça a été en fait une catastrophe écologique, on ne le sait pas, mais on l'a su qu'après. Donc c'est très compliqué au niveau hydrologie pour avoir la bonne mesure. Bon, alors un stress hydrique qui est terrible, qui a même poussé les Iraniens, le gouvernement iranien à un moment à songer à déplacer, à vider la capitale Téhéran. Ils y songent encore. Voilà, ils y songent encore parce qu'il n'y a absolument plus d'eau. Les cours d'eau, la nappe phréatique et comment elle sèche, etc. Donc même si vous avez de l'eau qui arrive, c'est pas ça, parce que l'eau va rester en surface, elle va s'évaporer, elle va pas remplir, enfin bref. Donc, stress hydrique terrible. Économie au bout du rouleau, c'était le but. Le but était de détruire l'économie iranienne. Et actuellement, malheureusement, on arrive à un niveau terrible, je veux dire, de ce point de vue. Alors, on peut très bien incriminer, mais voilà. Et puis à cela, il y a la guerre des 12 jours qui coûte extrêmement cher, et puis une multitude d'autres problèmes sur lesquels on reviendra. Donc voilà. Alors, on sait que des émeutes, des manifestations pacifiques qui ont éclaté, parce qu'au début, elles étaient pacifiques, mais que dans ce contexte de manifestations pacifiques, se sont intégrées toute une série d'autres revendications, alors les unes qui peuvent être même très différentes, alors des gens vont contester maintenant le régime en tant que tel, pas donc la situation économique, ce qui est tout à fait légitime. D'ailleurs, c'est Khamenei lui-même, le guide suprême iranien, l'a dit que cette contestation économique, elle est justifiée. Par contre, des groupes ont fait usage de violence. Alors, il y a une répression qui est indubitable, mais il y a aussi des actions armées qui ont eu lieu. Ça, c'est aussi indubitable. Je pense que c'est reconnu. De groupes armés qui ne sont pas l'État ? J'en veux pour preuve le fait qu'il y a quand même de nombreuses forces de l'ordre qui ont été tuées, je veux dire, dès le début. Alors qui a commencé, l'œuf et la poule, peu importe. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas venus pour manifester, contester, mais il y a qui ont des agendas, visiblement, on va revenir dessus, qui sont autres que simplement des agendas économiques. Alors on n'est pas là
pour juger, ou si plutôt on est là pour juger, on va voir, puisqu'est ressorti alors la figure de quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé, la figure du fils du Shah d'Iran, qui d'habitude était à Saint-Moritz, dans ces Alpes, qui vit à Saint-Moritz, qui a toujours vécu, comme son père d'ailleurs, qui dirigeait l'Iran, qui régnait sur l'Iran depuis Saint-Moritz, en Suisse. Non, lui, il est dans le Maryland. Alors, il est dans la Maryland, mais aussi à Saint-Moritz. Il a même sa chambre là-bas, son hôtel. Il télétravaille. Voilà, il télétravaille. Et il a des chaînes de télé. Alors, il a des chaînes de télé, il a un argent fou. On sait qu'il y a de l'argent israélien aussi qui est là-dedans, parce que ça s'est intégré au projet de Netanyahou voilà, on ne va pas tout raconter, on va y revenir. Donc voilà. Toute l'émission. Alors, et puis, j'aimerais rajouter... Bon, alors, je plaisante. Donc, là-dessus, la question est comment considérer cela ? Je peux compléter tout ce que tu as dit Bien sûr, alors à partir de là... Sur le contexte et l'état des lieux, Azadi. Alors moi, je pense que quand on parle de l'Iran, il faut voir, il y a 3 sujets de discussion qui sont liés, mais qui sont différents. Premièrement, il y a la situation en Iran en tant que telle. Donc je l'aborderai après, mais ensuite, il y a la question géopolitique sur l'Iran, c'est-à-dire l'impérialisme, et évidemment, c'est lié à la question concrète de l'Iran en tant que telle. Les deux sont évidemment liés. Et un troisième volet, c'est la question de la propagande. C'est la question de l'analyse médiatique sur la question de l'Iran. Les 3 sujets... La propagande occidentale, oui, évidemment. En fait, la façon dont les médias occidentaux... Okay. En France, je prends 3 visions différentes. Il y a l'Iran même, il y a les conséquences internationales sur l'Iran, et ensuite, il y a comment on parle de l'Iran. Comment est-ce qu'on le raconte, d'accord. Et je pense que c'est 3 volets différents. C'est-à-dire de toute façon, dans l'émission, on va parler de la propagande pro-Shah aux États-Unis, même en France, avec le Figaro et d'autres. On parlera de comment les médias parlent. Parle-en maintenant, vas-y. Non, parce que là, c'est important pour le début de faire juste un état des lieux, parce que là, sinon, on va s'éparpiller. Donc, il y a ce sujet-là qui est un sujet en tant que tel. Il y a la question des sanctions internationales qui sont extrêmement importantes pour comprendre la situation en Iran, mais pas que. Il y a aussi la guerre omniprésente au-dessus de la tête de l'Iran depuis, je le rappelle, depuis la guerre Iran-Irak, mais on en reparlera parce que les conséquences, enfin les événements qui ont lieu aujourd'hui sont des conséquences aussi directes de la guerre Iran-Irak. Le pays ne s'est pas relevé de cette guerre-là. Et je rappelle que cette guerre, on en reparlera encore une fois, c'est une guerre initiée par toutes les forces coalisées de l'Occident et de l'URSS contre l'Iran. C'est-à-dire que tout le monde était derrière Saddam Hussein. On y reviendra, c'est aussi important de faire un point historique. Maintenant, pour revenir sur la question, sur le sujet iranien, il faut aussi vous rappeler aux gens que l'Iran vit la 5e vague de protestation massive depuis 2017. Et il faut voir dans ces vagues massives un fait évident, c'est le fait économique. C'est-à-dire que quand tu as autant de manifestations massives qui succèdent, donc 2017, 2019, même 2020, ensuite 2022 et aujourd'hui 2025, 2026, parce que ça a commencé fin décembre, il y a évidemment un facteur social évident, parce que c'est récurrent. Et évidemment, ce qui est aussi intéressant en Iran, comme il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est un pays immense, une mosaïque de peuples, et aussi de différentes origines, différentes ethnies, différentes cultures. Mais c'est aussi intéressant de voir que les centres de protestation, en fonction des périodes, en fonction des mouvements de révolte, comme j'ai dit, se sont déplacés. 2017, se sont déplacés. C'est-à-dire que parfois c'était plus dans l'ouest, au niveau du Kurdistan, parfois c'était plus à Téhéran, parfois c'était plus dans le sud. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un truc important à expliquer aux gens, c'est que c'est parti de Téhéran, et c'est aussi très massif au niveau de Téhéran, tout en étant aussi important dans les régions périphériques. C'est aussi ça qui fait que c'est un mouvement aussi massif, c'est que par rapport aux autres, où c'était parfois plus centré, plus au niveau des centres et parfois plus au niveau des périphéries. Là, c'est quand même assez réparti sur toute la zone. Évidemment, le facteur économique touchant toute la population, c'est logique de voir ça comme ça. Maintenant, c'était ça pour ce que je voulais dire. Après, pour la répression, il faut aussi dire une chose, c'est que elle s'explique à la fois par une paranoïa permanente et qui est compréhensible du régime, c'est-à-dire, évidemment, il y a un nombre incalculable d'ingérences en Iran depuis plus de 40 ans, qui sont même pas en plus secrètes, c'est explicite. On n'a qu'à écouter ce que dit Trump. Même certains ils ont subi des attentats sur leur sol. Oui, évidemment. Des assassinats. Oui, je veux dire, c'est même pas une question, c'est une évidence. Des dizaines d'ingénieurs de savants ont été assassinés. Voilà, encore récemment. Et donc, c'est important de comprendre que là, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur, si c'est possible. C'est qu'à la fois, on parle des sanctions internationales, et ça, je pense qu'on va tous très bien parler. Moi, ce que j'aimerais appuyer plus particulièrement, c'est que ce que fait concrètement l'impérialisme en Iran, c'est à la fois une asphyxie économique, ce qui fait que la population est appauvrie et ne peut vivre que par ne survit en fait, ne peut que survivre. Et personne ne peut faire de la politique quand tu survis. Il faut simplement voir un fait évident. S'il y a autant de gens qui sont morts dans ces manifestations,
Les gens manifestent pas, en sachant qu'ils vont mourir. S'ils manifestent, c'est évidemment pour des questions existentielles de survie des conditions matérielles. S'il y a autant de gens qui meurent parce qu'ils savent qu'il y a une répression violente, les chiffres vont de 500 à 2000, évidemment, ça peut augmenter. C'est aussi pour des raisons économiques. Mais il y a un autre versant à étudier, c'est que le projet impérialiste de faire chuter et faire ployer l'Iran à travers des sanctions économiques, à ça s'ajoutent aussi des guerres perpétuelles. Et les deux mises ensemble, ça crée à la fois une question de survie pour la population qui ne peut que survivre et ne peut pas faire de la politique de manière la plus sereine possible, et à la fois de l'autre côté un régime qui dans sa paranoïa va être extrêmement répressif au point de tuer des centaines de manifestants, et à la fois va mettre énormément de moyens aussi dans l'appareil répressif et dans l'appareil guerrier. Par exemple, juste simplement pour se défendre face aux attaques d'Israël, l'argent qui est mis dans l'armée, dans l'aspect militaire en Iran, c'est phénoménal, alors même que le pays est sous sanctions économiques. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez une arme à double tranchant, c'est qu'à la fois on lui fait une attaque économique, une attaque militaire, en face le pays ne peut répondre que par un aspect militaire, donc tu as moins de ressources pour le pays est en asphyxie économique, et les gens ne peuvent, face à des problèmes de survie existentielle, n'importe qui ici aurait aussi manifesté, et malheureusement il y a aussi cette répression qui s'explique par divers facteurs. Bon là je vais laisser la parole, parce que sinon je vais encore faire trop long, mais je sais pas si... Non, moi je voulais juste rappeler que en fait... Pour la partie économique des sanctions, vous pouvez suivre en fait l'évolution du PIB iranien avec l'imposition des sanctions. C'est-à-dire que j'avais noté par exemple en 2011, parce que les sanctions ont été aussi imposées à l'ère Obama, et on passe de plus 6% à plus 3% en 2012. Trump qui se retire de l'accord, on passe de plus 3% à moins 9%. Donc il faut imaginer ce que précise l'accord. Précise l'accord. Quand Trump se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, il faut imaginer ce que c'est, une réduction de moins 9% de son PIB d'une année sur l'autre. C'est massif. Et en même temps, de l'autre côté, une fois que les sanctions sont enlevées, en 2016, sont réduites un peu par l'administration Biden, on a une augmentation de 12,5% de PIB. Donc, on voit clairement que les sanctions sont le principal la corrélation qu'il y a. Moteur de l'activité économique du pays. On rappelle aussi 95% des exportations de pétrole en moins sous l'administration Trump de l'Iran. Et donc, bien sûr, ça entraîne pas mal de conséquences sur la population directe. Tu l'as rappelé, il y a une baisse calorique, même du niveau du taux de calories pris par la population. Et la population, la tranche la plus basse de la population est passée en dessous du seuil minimum nécessaire pour survivre. C'est une guerre. C'est une guerre économique. Et la classe moyenne aussi, d'ailleurs, la classe moyenne qui est souvent... La classe moyenne qui est en train de disparaître techniquement parce que... s'appauvrit. Peut-être Omar sur tout ce qui a été dit. Ouais. Oui, non, tout à fait d'accord. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une situation de guerre. Les sanctions sont une arme de guerre. La guerre des 12 jours nous a montré que... De juin dernier. De juin dernier, nous a montré qu'il y a aujourd'hui une évolution des stratégies guerrières. La guerre ne se limite plus à l'affrontement entre deux armées, deux États ou deux organisations, ou une armée et une organisation dans le cadre de guerres asymétriques. Les guerres aujourd'hui intègrent une dimension de subversion de l'ennemi, de l'adversaire, implique une stratégie globale qui affecte tous les secteurs de la vie sociale et économique du pays qu'on veut atteindre. Et ça, c'est un développement stratégique qui a été mené par les Israéliens il y a une vingtaine d'années et qui a été mis en place progressivement pour atteindre j'allais dire la perfection, mais ce n'est pas le mot, la précision dans les cibles, dans le ciblage et la destruction d'une partie du haut commandement iranien en juin dernier. Donc tout ça fait partie de ce schéma de guerre contre l'Iran. L'Iran est un problème majeur stratégique pour les Américains et pour les Israéliens, bien sûr, en Asie occidentale, pour deux raisons. Un, parce qu'il constitue aujourd'hui la base arrière de la résistance à l'expansionnisme colonial israélien, et c'est aussi un glacis de la Russie. La position géostratégique de l'Iran est d'une importance capitale et la perte de l'Iran par l'impérialisme américain n'a jamais été admise. Le fait qu'ils aient été chassés en 1979, et depuis, il y a en permanence cette pression qui s'accélère, qui s'appesantit sur les Iraniens. Alors, je ne vais pas épiloguer ou raconter ce qu'ont dit les copains, c'est très complet sur les manifestants, mais moi, ce que je retiens,
c'est que ces manifestations interviennent à un moment précis. Ce qui est intéressant de le Oui, timing, il y a un timing qui est indéniable. il y a indéniablement une coordination qui est effectuée pour préparer l'offensive ou l'agression, ou en tous les cas l'attaque contre l'Iran par les Israéliens et probablement par les Américains de manière beaucoup plus accentuée cette fois-ci. Et là, effectivement, ils ont joué, non pas comme la première fois en juin, la carte de l'attaque ciblée, mais ils ont joué l'embrayage sur les problèmes économiques et sociaux de la population. On s'aperçoit très vite, d'ailleurs, que le schéma de ces manifestations est assez conforme à la tradition de déstabilisation mise en place par les néoconservateurs américains, hein, Robert Kagan, Victoria Nuland. C'est par des révolutions de couleur, là? Kiev, voilà, tout à fait. l'Euromaïdan, je crois que... L'Euromaïdan, et c'est comme ça d'ailleurs que la Syrie a commencé. C'est là, à mon avis, le modèle syrien qui est actuellement développé. Ça commence par des manifestations pacifiques. Et des manifestations pacifiques, et puis au bout de 3 jours de manifestations pacifiques, il y a des gens qui sortent avec des armes et qui commencent à tirer. On a bien vu ça à Damas, ça est absolument documenté, personne ne peut le contester. Les camarades diplomates d'un pays que je ne citerai pas ont vu ça, l'ont documenté et l'ont filmé. Donc on sait qu'il y a cette stratégie de provocation, d'agents provocateurs destinés à faire monter en quelque sorte les enchères et à aggraver, exacerber le conflit, à mettre en œuvre la population contre les services de maintien de l'ordre. C'est ça la stratégie. Oui. Et elle a partiellement marché. Donc tu dis qu'en agissant sur la pression économique, les pays occidentaux peuvent décider à quel moment accentuer cette pression économique qui déstabiliserait le pays. Azadi ou Youssef? Sur le taux de change, c'est indéniable. Les manipulations du taux de change de la monnaie iranienne, je parle cette fois-ci en tant qu'ancien banquier, sont absolument coordonnées, à moins d'être d'une naïveté angélique. Penser que brutalement, cette monnaie fait cette embardée, sans justification, sans motivation, sans soubassement clair, c'est faire preuve de... Surtout qu'on avait déjà eu des Trump qui avaient annoncé qu'ils pourraient bombarder juste après l'attaque de Macron. Attention à pas... Mais en fait, ça, c'est qu'une partie de la réalité. Ah, bien sûr que c'est une partie de parce que là, mais en disant ça, il ne faut pas aussi oublier que les Iraniens aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, un instant, manifestent aussi sans aucune ingérence extérieure. On ne peut pas croire que tout ça ne vient que par justement, personne n'a dit ça. Non, je ne dis pas que tu l'as dit, je dis qu'il y a une pression économique qui peut être accentuée, ce qui fait que les gens... Parce que je vois des messages quand même sur le chat qui commencent à dire que... Non, attendez, on va préciser les choses. On va préciser les choses, justement ce que je veux dire. Il y a toujours de bonnes raisons... Bien sûr. De manifester, de critiquer un pouvoir. Et ça, dans tous les pays. Il y en a en URSS, il y en a en Chine, en France, n'en parlons même pas. Donc il n'y a aucun pays. Malheureusement, il y a un seul pays qui échappe à cela, c'est Israël. Ou alors, en tout cas, ça se fait de façon très modérée. Malheureusement, je dis. Parce qu'au moins, ça pourrait peut-être alléger le fardeau de ce que subissent les copains à Gaza. Donc ce que je veux dire, c'est que tous les pays sont évidemment critiquables. On a absolument le droit. La question n'est pas là. On parlait d'un timing. Et ce timing... Et Omar a raison, parce que tout est parti, on a dit, de cette hyperinflation. Mais même aujourd'hui, les économistes iraniens, qui essaient de contrôler, parce que c'est très compliqué, tu sais beaucoup mieux que moi, tu es banquier, on sait qu'il y a eu, de toute évidence, des magouilles au niveau du rial iranien. Vous savez, un petit exemple, très rapidement. En 56, la France et l'Angleterre attaquent l'Égypte de Nasser. Bon, ça ne plaît pas du tout aux Américains et aux Russes. Ça ne plaît pas du tout. À l'époque, les Américains sont contre le fait que l'Angleterre, la France et Israël attaquent l'Égypte de Nasser pour des raisons de guerre froide. Vous savez comment les Américains ont fait plier l'Angleterre en un jour, pour convaincre l'Angleterre d'arrêter son agression contre l'Égypte de Nasser. Vous savez ce que fait? C'était Eisenhower. Vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il balance sur le marché des milliards de livres. Voilà, des centaines. La livre anglaise s'effondre en 2 jours. Les Anglais, en 3 jours, se retirent aussitôt. Donc la force économique, c'était pourtant le même camp économique. Donc imaginez ce qu'aujourd'hui on peut faire avec tout ce qui est électronique, les monnaies électroniques, etc. On peut détruire réellement un pays aujourd'hui
Hein, simplement, on joue. Donc voilà, donc sans revenir là-dessus. Clairement, Ouais. Youssef, que Oui. le régime iranien est un régime policier, c'est Oui. un régime qui est un régime de parti unique, Oui. idéologiquement religieux, mais de parti unique, donc où la liberté d'expression n'est pas garantie. Et ça, c'est une tare fondamentale de tous ces régimes du Sud qui offrent à l'impérialisme des verges pour se faire battre. C'est clairement ça. On sait que c'est un régime liberticide, c'est un régime aussi d'un autre âge, hein, dont les mécanismes de pouvoir sont des mécanismes qui sont complètement désuets, qui sont complètement peu en accord avec la réalité du monde moderne aujourd'hui, technologique, etc. On sait ça. Ça, c'est une évidence. Qu'il y ait un mécontentement, on le sait tout à fait, c'est clair, ce n'est pas le seul pays. Qu'il y ait des manifestations qui se répètent fréquemment montre aussi que la pression policière iranienne n'est pas de très bonne qualité, parce que moi, je connais d'autres pays Oui. qui vivent, je ne les citerai pas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, qui vivent dans des conditions peu propices, dirais-je, pour être poli, mais qui ne manifestent pas, parce qu'ils savent que manifester, c'est jouer à la roulette russe. Donc voilà. Donc il faut bien effectivement peser de manière fine les circonstances dans lesquelles ces manifestations se déroulent. Elles ne naissent pas de nulle part. Elles ont une origine objective. Et surtout, le problème, c'est les manifestations, mais le fait qu'elles dégénèrent en émeute. Parce que c'est deux choses. Qu'il y ait des manifestations, je terminerai juste là-dessus, le fait qu'il y ait des manifestations, voilà, on dit c'est normal, mais il pourrait très bien... Et d'ailleurs, les commerçants du bazar qui manifestaient, eux-mêmes ne sont pas pour un changement de régime. Ils le disent. Simplement, ils manifestent parce que l'économie ne marche plus. Donc, premièrement, acte 1, on détruit l'économie. Deuxièmement, on brandit une prétendue alternative qui s'appelle le Shah d'Iran, cette espèce de guignol qui est sorti de, je ne sais pas... Après, ça, c'est prouvé qu'il ne représente rien. Oui, d'accord. Alors, les manifestations à Paris, même, elles étaient mêlées des pro-Netanyahou, des pro-Shah. On a ressorti le drapeau impérial. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce dont on parlait, Omar, l'autre fois, c'est que tous les pays... Alors, pourquoi dans tous les pays du Sud qui ont mené une expérience d'indépendance nationale, parce que c'est ça qui caractérise l'Iran. Souveraineté. On peut tout à fait critiquer l'Iran, et on a de bonnes raisons, et comme tous les régimes. Mais l'indépendance nationale à laquelle est attaché l'Iran est indéniable. Pas que l'Iran. Hein. C'était aussi le cas de la Syrie. Alors, avec le régime... Alors, on est d'accord, le régime d'Assad était un régime plus que détestable, pourri. L'autosuffisance. Et l'autosuffisance, c'est que tous ces régimes qui sont issus des pays du Sud, enfin, pas tous, mais des pays du Sud, mais faut retourner du côté de Bandung, du côté de tout cela. C'était quoi? C'était d'abord l'autosuffisance, c'était la souveraineté nationale. Or, tous les pays du Sud, et le cas du Venezuela est aussi pareil, s'inscrit tout à fait. Qu'est-ce qu'on reproche à ces pays? C'est pas. Alors, bien sûr qu'il y a une mauvaise gouvernance en Iran, bien sûr qu'il y a une mauvaise gouvernance, on va le dire même à la limite, je suis prêt à l'accepter pour le Venezuela, la question n'est pas là. Mais les pays du Nord, quand ils ont une mauvaise gouvernance, on n'a pas un pays impérialiste qui arrive et qui va appuyer là où ça fait mal, qui va introduire des milices armées, et qui va tout cela. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que l'histoire puisse reprendre ses rails sans qu'il y ait d'ingérence, parce que c'est ça dont on parle. On parle de l'ingérence étrangère. Alors on me dit, oui, il y a la corruption, mais bien sûr, mais vous savez une chose, je vais vous dire une chose, il y a infiniment plus de corruption à Paris qu'à Téhéran. Parce que la corruption à Paris, elle s'appelle bourgeoisie, tout simplement. Elle s'appelle bourgeoisie. Alors c'est pas la corruption, c'est le système normal. Mais c'est absolument... Vous voulez qu'on sorte les milliards? Vous voulez qu'on sorte les milliards? Vous voulez qu'on compare? Mais c'est du bricolage à Téhéran. C'est du bricolage. Alors, non, mais là... Ouais, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Et pour terminer, c'est que, bien sûr que c'est du bricolage. La dictature bourgeoise, aujourd'hui, c'est du bricolage par rapport... Alors évidemment, après, on va dire, vous avez vu les pays du Sud? Oui, sauf que ce que je veux dire, c'est que l'Iran est un pays du Sud qui tente de s'en tirer tout seul. Et c'est quoi l'autre problème? Le nucléaire. Mais l'Iran dit... Parce que ça, c'est aussi un sujet sur lequel on pourra venir. On n'a peut-être pas le temps, mais il faut que les gens comprennent, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est que le nucléaire, c'est fondamental. Bah oui. Pourquoi le nucléaire? Parce que le nucléaire, c'est ce qui permet à un pays de se développer aujourd'hui. Sans source d'énergie, on ne peut pas se développer. Or, l'Iran dit, nous voulons maîtriser notre nucléaire. Les autres disent, vous avez le droit d'avoir centrale nucléaire, mais c'est nous qui allons vous fournir l'uranium enrichi. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour empêcher l'Iran de construire la bombe, parce que c'est pas une bombinette. C'est surtout pour que le pays reste dépendant
de l'enrichissement de l'uranium qui sera fait dans les pays impérialistes. Vous voyez, parce que ce sont les pays impérialistes qui vont ensuite contrôler, etc. C'est ça. Or, l'Iran dit non, parce que nous serions fragilisés, nous voulons nous-mêmes enrichir notre propre uranium. Sachant qu'ils en ont dans leur propre... Mais bien sûr, pour ne pas être dépendants. Et c'est là-dessus que tout part. C'est d'une part la souveraineté nationale, c'est d'autre part la souveraineté énergétique, parce que c'est là-dessus que ça bute et que l'Iran, c'est là-dessus que l'Iran est têtu. Que l'Iran est têtu, ne veut pas céder, parce que si l'Iran cède sur l'indépendance énergétique, tout part. C'est un pays qui devient extrêmement fragilisé. Or, l'Iran a subi la dictature du Shah. Et ça, il faudra aussi qu'on en parle. Cette effroyable dictature du Shah, qui était soutenue par tous les pays impérialistes, bien sûr. Ce Shah d'Iran qui était... qui a été installé par l'impérialisme. Qui a été installé par l'impérialisme. Mossadegh, le docteur Mossadegh, oui, en 53, il faut parler. En fait, quand tu parles du Shah d'Iran, il faut que tu parles de Mossadegh. Mais bien sûr, bien sûr. Alors encore une fois. Mais vas-y, pardon, tu t'en parles bien. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, donc les Iraniens, s'ils ont manifesté, ils ont le droit de manifester. Par contre, les ingérences étrangères, ça non, absolument pas. Surtout Israël. Parce que si on se met maintenant à dire c'est pas grave, Israël, Netanyahou, après tout, c'est l'expression. Non, c'est pas vrai. Il faut distinguer absolument les Iraniens qui ont parfaitement le droit de manifester pour un changement de régime, même s'ils le veulent, d'accord, et pour plus de démocratie, ils ont le droit. Mais aujourd'hui, on est dans une situation d'ingérence incroyable. Et juste pour rappeler, parce que c'est ce qui a marqué l'histoire de l'Iran, l'histoire du brave docteur Mossadegh. Le docteur Mossadegh en 52, c'est entre 52 et 53, ça commence en 52, sur pression populaire. Le Shah d'Iran, l'ancien, eh bien, sur pression populaire, prend un Premier ministre novateur et surtout qui prône l'indépendance nationale et qui prône la souveraineté nationale. La mauvaise idée La mauvaise idée. Et c'était le docteur Mossadegh, Mohamed Mossadegh, qui devient Premier ministre. Il devient Premier ministre. Alors, Mohamed Mossadegh, qui n'était pas du tout un gauchiste, c'était même pas un marxiste. C'était une sorte de Farhat Abbas. Oui, c'est ça. Tout à fait modéré. C'était un modéré. Bourgeoisie modérée. C'est dire au niveau d'oppression du Shah d'Iran sur le pays. C'était un espoir pour tout un pays. Oui, alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première mesure que fait Mossadegh? Il dit les Anglais, là, vous rigolez avec vous, c'est vous qui contrôlez notre pétrole, là. Vous allez, je vais parler comme Trump, là. C'est notre pétrole. Là, c'est vraiment leur pétrole. Voilà. Donc Mossadegh dit nationalisons le pétrole iranien qui est entre les mains des consortiums britanniques et ensuite américains, mais d'abord l'anglo-persiane. L'anglo-persiane, enfin bref. Et là-dessus, eh bien, il nationalise. Que n'a-t-il pas fait? Aussitôt, réaction des services secrets, CIA, etc., des services britanniques, MI5, etc. C'est même pas une réaction des services secrets, c'est qu'il voit le Shah d'Iran et dit bon, ce type-là, là, vous le dégagez là. Non, il y a un nom à cette opération, elle s'appelle Ajax. Oui, Ajax, oui, bien sûr. C'est vraiment connu. Oui, mais c'est documenté. Mais il faut le dire parce que c'est vraiment. Oui. Non, mais ils vont carrément demander au Shah d'Iran, c'est même pas un truc secret. Ils disent au Shah d'Iran, vous dégagez Mossadegh. Comme ça. Et le Shah d'Iran, il dégage Mossadegh. Alors, il faut voir cette photo absolument incroyable. Allez sur Wikipédia, vous allez voir le brave docteur Mossadegh enchaîné. Âgé, il faut le dire. Ah oui, il était âgé. Là, on voit, en 51, c'est pas un... Bon, alors après, il sera... C'est un vieux monsieur qu'on va violenter. Alors, comment... Ça lui attaque d'Harry Truman en plus. Et comment Mossadegh, qu'on voit à son procès enchaîné avec des menottes. C'est quoi ton crime, toi? J'ai nationalisé le pétrole iranien. Mais ils lui ont fait un procès en plus. Bon voilà, donc il faut comprendre là-dessus. Et l'impérialisme a remis la main évidemment sur l'Iran, une dictature terrible avec la police politique qui s'appelait la SAVAK, la terrible police politique, la SAVAK, qui collaborait évidemment avec Israël. Or quand je vois des photos de gens qui nous sortent des photos là, d'Iraniennes à Téhéran, en mini-jupe, avant la révolution islamique. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a très très peu de femmes qui vont à l'école. Très peu de femmes, et encore beaucoup moins qui vont à l'université. Alors qu'aujourd'hui, et qui travaillent. Indépendamment de ce qu'on pense du régime iranien, encore une fois, il faut à chaque fois dire indépendamment, c'est un des pays du monde qui envoie le plus de femmes faire des thèses universitaires scientifiques. Alors, c'est pas vrai que la modernité du Shah était extraordinaire. Donc, voilà un petit peu la situation qui va expliquer la suite. Mais excusez-moi, je suis un petit peu... Je voulais dire, en fait, t'as brassé plein de points. En fait, déjà, revenir sur la corruption, tu disais... Oui, il y a la corruption en situation... D'accord, il y a de la corruption. C'est les sanctions qui produisent la corruption. Et le pétrole, oui. Il faut rappeler que l'Iran et SWIFT aussi, a été banni du système SWIFT, donc le système de paiement international en dollars des Américains. Et donc, ce bannissement entraîne la création d'un marché noir. Le marché noir entraîne une corruption systémique. Et donc, vous avez tout de suite une sorte de bourgeoisie qui détient ce marché noir et qui a des intérêts là-dedans.
et qui, du coup, corrompt le système. Je voulais aussi revenir sur la répression. Enfin, je pense que nous, on n'a aucune leçon à donner aux Iraniens, et ils sont maîtres de leur destin. Mais si, en France, on a quelque chose à dire, c'est contre les sanctions. En premier chef. Parce que si vous voulez quelque chose qui tue aussi les Iraniens, c'est les sanctions. Il faut rappeler que l'Iran a été touché par le Covid, mais d'une force. Je me rappelle, on voyait les tombes depuis les satellites. C'est plus de 200 000 morts parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les médicaments pour le Covid, les vaccins. Ah oui. Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Voilà, donc les sanctions tuent énormément de gens. Il y a aussi pas mal de malades de cancer qui n'ont pas accès aux médicaments internationaux, des hémophiles, voilà, des maladies chroniques. Voilà, chaque année, les sanctions tuent, mais vu que c'est pas des balles, visiblement, l'opinion occidentale n'est pas intéressée par ça. Et le service diplomatique de l'Union européenne s'est dit prêt à proposer de nouvelles sanctions encore plus sévères. Ça, c'est ce qui a été dit. Je voulais justement... Attends, je vais sur un point. Donc, il y a tout ce régime de sanctions qui asphyxie littéralement la population iranienne que nous, on doit combattre en Europe. Et je voulais revenir sur la question des féministes. Les femmes, il faut rappeler aussi que en 2019, quand les sanctions ont été renforcées, beaucoup de femmes ont perdu leur emploi. Et donc, si vous êtes féministe, vous voulez lutter pour l'indépendance économique des femmes iraniennes, il faut lutter contre les sanctions, je suis désolé. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de femmes ont perdu leur emploi contre l'emploi masculin. Et donc, je veux dire, les conséquences sont claires. Si on est préoccupé par la question féminine dans la région, je ne pense pas que l'Iran soit en tête de liste des pays les plus répressifs, les plus misogynes. Il y a à côté... Il ne faut jamais voir l'Arabie Saoudite, par exemple. À côté, il y a l'Arabie Saoudite. Il y a même les Émirats, le Bahreïn. Tous ces potentats médiévaux, là, ces féodalités moyenâgeuses, où les femmes ne valent pas la vie d'une femme. Ils ne vont pas à l'université pour faire des thèses ça va, parce qu'on leur vend 100 rafales, là, bientôt. Voilà. Oui, justement, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, et je pense que là, il est temps de passer sur, comme je l'ai dit au début de l'émission, je pense à un point important. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut parler de la France, de la position depuis la France. Et je trouve ça assez incroyable, et je pense qu'il faut analyser ce qui se passe avec l'Iran depuis plus de 40 ans. Et à chaque moment de révolte en Iran, tu vas voir ces médias et même des militants de tout bord qui vont avoir une empathie sincère ou non, mais je pense beaucoup peuvent avoir sincère en voyant Franchement, quand tu as des chiffres, tu vois 200 morts par balle, tu dois forcément avoir une empathie. Là où c'est intéressant à étudier, c'est de voir que la propagande qui est faite sur l'Iran par médias mainstream et par d'autres médias aussi non mainstream va porter cette empathie sur un pas de Khamenei, enfin sur une opposition, sur une sorte de position occidentalo-centrée en disant il faut faire chuter le régime. Ça va être la prédominance, ça va être faire chuter le régime, sans penser à l'origine, sans penser à tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est que il faut voir le manque de cohérence de ce genre-là, comme tu l'as très bien dit. Le manque de cohérence, il est dans le fait établi qui est que si tu penses à la vie de ces gens-là, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, on explique depuis tout à l'heure que c'est des gens qui peinent à survivre, qui vont manifester et qui se font massacrer. L'origine de ça, c'est qu'ils peinent à survivre. L'origine du fait qu'ils peinent à survivre, c'est le fait que ton pays appose des sanctions contre ce pays. Et en plus même, des entreprises de ce pays, notamment BNP Paribas et d'autres, dès qu'ils font des affaires dans le pays-là, ils payent des amendes monstrueuses. De la part des Américains, aux États-Unis. 41 milliards BNP. C'est une somme paronique. Et le retrait des usines Renault. Et Peugeot aussi. En fait, quand tu prends tout bout à bout, c'est là le problème. Et en fait, le moyen d'action que tu as en France, là aujourd'hui, c'est pas de faire tomber Khamenei. Tu vas faire quoi d'ici en faisant tomber Khamenei ? Le seul point d'appui que tu as ici, c'est de faire en sorte que les Iraniens, dans leur immensité, dans toute leur diversité, qu'ils soient pro-régime ou anti-régime, c'est pas la question, qu'ils puissent survivre et vivre normalement, ou du moins, même s'ils vivent avec des difficultés qui sont liées à leur pays, que ces difficultés-là ne sont pas dues à notre propre pays là. C'est-à-dire que là, notre propre pays crée des difficultés aux Iraniens et Iraniennes à chaque jour. C'est ça la vraie question. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que... Mais il faut bien aussi comprendre que l'Iran, dans les médias et dans la vie politique française, est un prétexte. C'est un épouvantail qu'on agite. L'Iran est l'occasion de développer ce discours raciste, anti-arabe, impérialiste, anti-islamiste, anti-islamique, anti-musulman. J'ai rien d'autre dans le débat politique français qu'un prétexte pour confirmer le caractère de seule démocratie du Moyen-Orient de l'entité
Oui. et faire en sorte de toujours diaboliser un peu plus les musulmans, l'islam, les arabes. Bien sûr. Rappelle-toi, en 81, quand Pierre Mauroy, Premier ministre, Oui, François par Mitterrand, rapport aux grèves de Talbot. aux grèves de Talbot à Aulnay-sous-Bois, Oui, exact. le Premier ministre de la Oui, oui. République française, c'est quand même quelqu'un d'un peu informé, annonce tout de go que ces grèves à Aulnay-sous-Bois sont le fait de syndicalistes chiites. Ouais. C'était tous des Maghrébins, des Marocains et des Algériens, quelques Tunisiens. C'était tous des sunnites. Mais M. Pierre Mauroy... Il disait ils sont manipulés par les ayatollahs. Voilà, Mais non, Omar, chiites. Donc, tu as affaire à ce double discours. Je Il y vais a te une dire idéologie, que oui. l'opinion française n'a aucune prise sur ces élites politiques. Donc, qu'ils pensent à gauche ou à droite ne change rien à la réalité des rapports de force globaux. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est, à mon avis, c'est que tout ça est une formidable occasion de déployer un matraquage idéologique Islamophobe. d'une puissance extraordinaire. Moi, je vois des gens qui, aujourd'hui, des gens qui viennent nous parler de la situation intérieure Oui. en Iran et qui sont des officiers supérieurs Oui. de l'armée génocidaire Israélienne. Oui, oui. qui a perpétré des vrai. crimes abominables Ouais, et ouais. qui osent verser des larmes de crocodile C'est sur LCI, les non, malheureux oui. qui sont morts en manifestant à Téhéran ou ailleurs. Donc Ouais. on voit bien que ce qui est en jeu ici, c'est pas du tout le bien-être, la Bah oui, bien survie sûr. des femmes iraniennes ou des hommes iraniens ou des enfants iraniens. Ce qui est en jeu ici, c'est une propagande avec un but extrêmement clair, celui de marteler la détestation des arabo-musulmans. Arabo-musulmans et associés assimilés. Parce que les Perses sont parce que considérés. Oui, oui, oui. les Iraniens, ils ne sont pas arabes, mais ils ressemblent un peu. L'Occident Il fait-il y a quand même des référence, Arabes en Iran, mais bon. Oui, 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 oui. Oui, oui, les bas. Mais, Voilà. non, mais moi, je pense tu as raison sur tout, et je pense qu'il y a un autre versant encore en plus dans cette Vas-y, propagande, bien sûr. c'est il se redore, hein, il récupère une sorte de pureté morale Oui. dans ce soutien Oui. aux Iraniens et Iraniennes. Et moi, je trouve ça assez hideux. C'est-à-dire Ils que ont perdu avec Gaza. oui, mais qu'ils ont perdu avec Gaza et avec, Oui, oui. avec plein de choses. Mais bon, Oui, oui. certainement depuis 2 ans, même plus de 2 ans avec Gaza. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une façon. C'est en lien à ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que avant que tu me coupes, je voulais te dire aussi que non, c'est pas grave. Mais c'est que la propagande qui est faite et la façon, l'empathie qui porte peut-être justifiée vis-à-vis des Iraniens, elle ne se porte pas sur des moyens concrets de les aider, elle se porte sur une idéologie, comme tu dis très bien, faut faire tomber Khamenei. Ils se sentent vraiment révolutionnaires dans l'âme en se croyant opposants à Khamenei. Et par là, il y a plusieurs éléments à étudier. Si vous me permettez, je fais rapidement. À la fois, on se redore une pureté morale en disant, en fait, je suis en fait un résistant parce que je résiste aux côtés des peuples opprimés. C'est aux côtés des peuples opprimés contre un ennemi théocratique, un mollah, l'obscurantisme, tout ce que tu veux. Et ce qui est triste, c'est qu'il se dit ça, et de l'autre côté, c'est pourtant un produit pur de l'orientalisme. Mais vraiment, le truc le plus pur possible. Et ça se donne avec un terme, moi, qui me rend dingue. Comment peut-on être persan? Non. Tu sais, c'est quoi le terme qui me rend le plus dingue? Ouais. C'est quand on dénote ce régime Oui. par le régime des mollahs. Ah oui, c'est ça. Et moi, ça m'énerve ce terme. Bah, bien c'est sûr. parce que, en fait, mollah, qu'est-ce que c'est mollah? Mollah, c'est le mot pour imam. Oui, oui. Tout à fait. Et dans la région, même chez moi aussi, on dit mollah, on dit pas imam. On dit mollah, mollah, même d'autres. En fait, Ouais. c'est le nom de l'imam. quoi. bien C'est sûr, mollah. C'est son titre, ça Et, fonctionne. et le vrai problème, les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en dénotant le caractère négatif de dire mollah, c'est-à-dire régime des mollahs, ou on dit souvent mollah comme ça, comme un péjorativement, c'est profondément c'est islamophobe. Parce que là, c'est comme si moi je disais, voilà ce régime. Comment tu dirais, l'équivalent serait un moine pour les chrétiens, c'est quoi? Oui, c'est ça, oui, oui. Monastique. ouais, Et en ouais. disant que le fait qu'ils Le soient régime des monastiques, curés, le régime voilà, des le curés. régime des curés, en disant que curé et faire de l'adjectif curé un adjectif néfaste. Ouais. Oui, bien C'est sûr. absolument terrible. C'est vraiment et ça me rend Ça, c'est dingue. de l'islamophobie Ça me rend pure. absolument dingue que de gauche, de l'extrême Oui, oui. gauche jusqu'à droite, on va dire ni Chadiran ni Mollah. Oui, oui. Mais c'est comment ça, ni Mollah, ni imam? C'est-à-dire que C'est- plus d'imam. C'est-à-dire que voilà. Et il y a aussi ce côté-là de dénoncer, de se croire, et aussi ce côté très français, franco-français, d'être
anti-religieux, alors que de l'anticléricalisme, on est passé à l'anti-religiosité. Et donc là, l'Iran, c'est vraiment le fourre-tout. C'est des Arabes, mais c'est pas des Arabes. facteur islamique. Non, mais vraiment, il y a ce vrai problème, c'est que si tu as une vraie empathie pour un peuple, tu apprends de ce peuple, tu étudies ce peuple, tu vois ce qui se passe. Mais ils n'ont aucune connaissance. En fait, ils n'ont aucune connaissance, par exemple, des problèmes internes à l'Iran. Parce que là, on n'en parle pas, mais il y a différentes populations. Il y a des Baloutches, il y a les Kurdes, il y a les Azéris, il y a les Arabes, qui en plus ont différentes problématiques au sein de l'Iran. Il y a plein de questions importantes, mais qui ne sont pas du tout étudiées et qui sont balayées par c'est le régime des mollahs. Et en plus, avec ce côté très islamophobe, parce que ce mollah, j'insiste pour nous autres. Moi, par exemple, en tant que kurde, quand tu dis le mollah, c'est un imam. C'est un imam. C'est vraiment. L'idée, c'est de. Les gens ne se rendent pas compte. Je pense que si on disait le régime des imams, peut-être que les gens se rendraient plus compte. Parce vous vous souvenez de Mollah Omar en Afghanistan, là, après le 11 septembre, en mobilette, qui fuit avec Ben Laden derrière, là, non? C'est vraiment. On est en train de mettre le mot imam comme étant un mot péjoratif. C'est assez terrible quand on y pense. Mais c'est péjoratif parce que nous sommes une civilisation en surplomb. Oui. Tous les autres sont implicitement, on ne le dit jamais, sont ainsi implicitement inférieurs et ont pour vocation de recevoir notre mission civilisation. Et tant qu'ils ne nous ressembleront pas, ils seront considérés comme inférieurs. Ils ne peuvent géontologiquement pas nous ressembler parce que nous sommes exceptionnels. Voilà, donc c'est une histoire qui est sans fin. Et c'est un argument de guerre psychologique, de propagande, et c'est aussi le soubassement profond du fascisme. Et de l'impérialisme. Le fascisme qui est le cœur palpitant de l'impérialisme dans ses phases de crise. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, on voit très bien, à travers le monde entier, cette espèce de comparaison historique que tu ne vas pas aimer, une sorte de triomphe de l'OAS global. Tu vois, pourquoi je ne vais pas aimer? Voilà, tu vois. Parce que, à l'échelle de la France ou à l'échelle du monde? À l'échelle globale. Si, tu as tout à fait raison. C'est l'OAS qui a gagné, C'est l'OAS qui gagne chez les Occidentaux. Et c'est très fortement le même discours que nous, qui avons un peu pris d'âge, nous nous souvenons un peu, c'est exactement les mêmes discours, la même formulation, les mêmes représentations qui sont en jeu dans ce qui se passe actuellement en Iran. Il n'y a aucune solidarité avec les femmes iraniennes. Parce qu'il n'y avait pas... Bien sûr. Ils ont coupé des cheveux il y a 2 ans. Voilà. Y a-t-il eu une minute ils coupaient une mèche de solidarité avec les femmes palestiniennes? Bien sûr. C'est extraordinaire. Bien sûr. On est là. Qu'on a vu brûler vives. On a brûlé des familles. C'est pour ça que, effectivement, un certain jour, j'ai piqué un petit peu un phare. À ce niveau d'imposture, de félonie, de duplicité et de cynisme, on peut rester qu'admiratif. Alors, en plus, tu sais ce que ça produit? Je suis désolé, mais tu sais ce que ça produit, ça, de très néfaste? C'est qu'au sein de populations maghrébines ou même issues de l'immigration, ce type de propagande va aussi créer une forme de rejet ou même de rejet des populations du Sud. Par exemple, à cause de la propagande aussi virulente contre le régime iranien, il y a beaucoup de gens, et je les vois aussi parfois dans le chat ou d'autres, qui vont être, par réaction épidermique, avoir une distance un peu vis-à-vis de ce qui se passe en Iran. Pourtant, ce qui se passe en Iran, c'est pourtant une population du Sud, et le fait de voir autant de personnes qui sont totalement pas du tout cohérentes politiquement, et même d'un point de vue très opportuniste, vont soutenir l'Iran, ça va créer une réaction épidermique au sein de nos populations en nous, qui vont s'en détacher, pourtant, alors même que nous sommes plus liés à ces populations-là, de par leur histoire, de par leur vécu, de par nos liens, même de par leur solidarité naturelle qu'on va avoir avec ces populations-là, parce qu'on sait ce qu'elles subissent de l'impérialisme, que ces populations-là. Et je trouve que c'est une arme à triple tranchant, en fait. Tu vois, c'est une propagande pour se redorer une moralité, pour être raciste contre les musulmans, et en plus faire en sorte qu'au sein de la population musulmane, il n'y ait pas de solidarité avec une population qui pourtant... Et ce sont nos frères et nos sœurs qui subissent l'impérialisme de plein fouet. Et c'est ce triple truc qui, moi, me rend vraiment triste, parce que ils sont vraiment dans la main. Là, il y a l'impérialisme. Ils mangent dans la main de l'impérialisme en se croyant, en se prenant des vertus de la moralité, des vertus en se croyant en soutien des peuples. Et en faisant ça, ça détache une partie de la population de ce soutien-là. Tu vois ce que je veux dire comme phénomène? Et c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, ça a un désintérêt de l'Iran. Il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce qui se passe en Iran, finalement. Parce que les gens ne veulent pas étudier ce que disent les médias. Les médias racontent n'importe quoi. Alors, ils ne racontent pas n'importe quoi. Les médias tiennent un discours extrêmement construit. Ils ne parlent jamais de l'Iran, en fait. Non, l'Iran, c'est ça qui est triste. Personne ne connaît. L'Iran, c'est une totalité négative, menaçante, hostile et rébarbative. C'est triste. Alors,
Alors, pour répondre aux gens, non, on ne parle pas de théologie, on parle de politique. Oui. Alors, est-il nécessaire de le répéter encore une fois? Les Iraniens ont le droit de manifester, ils ont le droit de contester leur pouvoir. C'est pas à nous de le dire, c'est à eux de prendre ce... dit le contraire. Non, mais je le dis parce que c'est important. Et nous déplorons les victimes, etc., etc. Mais on n'a dit rien qui soit contraire à ça, Youssef. Exactement. Non, mais j'insiste pour dire qu'en même temps, il y a une chose par laquelle il faut replacer ce qui se passe en Iran dans la continuité. La guerre de 12 jours contre l'Iran a échoué de la part d'Israël. Sinon, on ne comprend pas. La réponse, c'est cela. C'est cette destruction rapide de la monnaie iranienne. Et de toute façon, on sait très bien comment ça se passe. Tu détruis la monnaie, tu détruis l'économie, tu as les gens qui sortent. Mais vraiment, tu appuies sur un bouton et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Imaginez qu'aujourd'hui, comment vous ne puissiez même plus faire vos courses. Vous allez rendre responsable le gouvernement de cela, même si ce n'est pas lui qui est complètement responsable. Donc voilà, acte 2, c'est cela. On va essayer maintenant d'obtenir par d'autres moyens ce qu'on n'a pas pu obtenir. Je parle donc de l'entité sioniste d'Israël. On va essayer d'obtenir aujourd'hui par d'autres moyens ce qu'on n'a pas pu obtenir dans la guerre de 12 jours, parce que ça ne s'est pas passé exactement, visiblement, comme Israël le pensait. Ça, c'est acte 2. Acte 3, acte 3, Trump, il a dit, c'est pour ça que j'ai personnellement écrit, que je dis, attention, ils attendent qu'effectivement le résultat des manifestations, et si ce résultat n'est pas conforme à ce qu'ils entendent, ça va être la guerre totale contre l'Iran. Ils vont taper l'Iran et ils vont commencer par assassiner Khamenei. Trump l'a dit, Khamenei n'en a plus que pour quelques jours. Il devrait prendre la fuite. D'ailleurs, ils anticipent. Il a dit. Il a dit. Non, mais attends. Ah non, mais attendez. Dire et le faire. Avoir kidnappé Maduro. Non, mais c'est autre chose. Mais attention, non. Ils ont des moyens considérables, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que on a même des agences. Alors, moi, ce que j'adore avec les agences de presse occidentales, c'est qu'ils gobent direct ce que disent les services britanniques. Selon les services britanniques. Ah bon, c'est une source fiable. Vous vous souvenez que c'était les services britanniques qui avaient dit que Nord Stream avait été détruit par les Russes. Or, on sait vraiment que c'est eux-mêmes qui l'ont détruit maintenant avec les Ukrainiens. Bon, bref. Aujourd'hui, selon les services britanniques, Khamenei serait en train de chercher un pays d'accueil. Donc, il diffuse sans arrêt toute une propagande, etc., comme cela. Et le but, c'est de déstabiliser, de forcer à bouger. Ils vont vouloir l'assassiner, c'est clair. Et donc, l'acte 3, ça va être la guerre totale. Tout le monde le sait. Cette guerre totale qu'on attendait depuis quelques jours, le préambule, c'est ce qui se passe actuellement en Iran. Cela n'a rien à voir avec, encore une fois, le droit de contester, le droit de manifester, et que nous déplorons. Il va falloir l'écrire, même ici sur le mur. Nous déplorons les victimes. Il faudrait en connaître. Oui. La réalité, les dimensions, il faudrait en connaître, les dimensions réelles. Oui. Parce que tout ça ressemble étrangement à tout ce battage médiatique sur la Libye. Rappelle-toi, rappelez-vous quand il y a eu les événements en Libye et que la terrifiante armée libyenne les colonnes de chars, les colonnes de chars allaient inexistants, bien sûr, et qui allaient menacer Benghazi et exactement. toute la Ils ont monté ce narratif. Tous les journaux, le Monde, le Figaro, et c'est passé par Culture. Et c'est passé par l'AFP, attention. Et c'est à partir de l'AFP, on sait que c'était une fausse information donnée par les services français émanant de l'Élysée. Intoxiqué par Al Jazeera aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Le rôle d'Al Jazeera était catastrophique. Les supplétifs indigènes. Donc c'est normal. Mais là, il faut bien comprendre qu'on est mutatis mutandis dans le même scénario. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu as une synthèse de Euromaïdan, de révolution de couleur, de manipulation des foules qu'on sait très bien mener. On a une grande expérience depuis les années 50. Et, c'est absolument certain, il ne faut pas être dupe. Et qu'il y ait une réalité de contestation populaire, personne ne le nie. Qu'il y ait une manipulation directe de services experts, personne ne peut le nier non plus. Bien sûr. Donc voilà, et tout ça ressemble à ces préparatifs de guerre et à ces guerres de type nouveau qui impliquent d'abord la déstabilisation du pays adverse. Oui, alors exactement, c'est pas du complotisme comme on dit ça. À la limite, même c'est. Oui, c'est ça. C'est que les gens vont nous dire encore complotiste, c'est pas vrai. Israël n'intervient pas. Netanyahou lui-même se réjouit. Netanyahou lui-même dit qu'il intervient, que les services israéliens interviennent. Trump lui-même le dit, mais nous on n'a pas le droit de le dire parce que sinon on passe pour des complotistes. Par contre, il faut quand même se voir la réalité du terrain aussi. Faut voir quand même la réalité du terrain. C'est-à-dire que ce que vous dites est vrai sur l'histoire et tout, mais moi je vois pas du tout une chute du régime. Parce que là, vous dites. Mais c'est important de voir, parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que dit Trump. Est-ce qu'il le fera ? Je n'y crois pas, parce que Trump lui-même,
a dit il y a quelques jours sur Pahlavi, le chat Pahlavi, de la même manière qu'il a dit là, pour celle qui a gagné le prix Nobel de la paix au Venezuela, un soutien vraiment, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de soutien concret sur le terrain. Et là, je réponds, je me permets, je suis désolé. Juste pour dire aux gens que sur le terrain, il y a beaucoup de questions sur ce qui se passe sur le terrain. Pour avoir étudié la question depuis longtemps, en fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de force d'opposition cohérente, organisée, ce que vous voulez. Il y a des groupes il y a des groupes certes plus ou moins organisés, mais c'est pas une cohérence nationale. Non. Et ceci est à la fois pour origine. Tiens, je t'en prie. Merci, tu te le rendras au centuple. Ceci a pour origine, évidemment, la nature du régime qui est, comme tu l'as très bien dit, liberticide, etc. Ouais. Et aussi la parano du régime en raison des ingérences extérieures. Mais ceci étant dit, il faut extrêmement faire gaffe entre la diaspora iranienne, qui d'ailleurs est pas mal issue d'exil post-79, d'où ce penchant tellement proche, et la réalité du pays où il n'y a aucune, et je le dis sincèrement, et je le dis en tant que kurde, donc qui connaît bien la situation, il n'y a aucune perspective de remplacement du régime par une autre opposition construite. Ce qui veut dire que là, si supposément le régime tombait, c'est le chaos. C'est le chaos, limite même, je dirais avec en plus une connaissance aussi de la question syrienne, pire que la Syrie. Pour plusieurs raisons, parce que l'Iran c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus puissant. C'est 85 millions d'habitants. Il y a plus de violence, c'est plus particulier. Alors donnons des je t'en prie, je ne vais pas te couper, mais je voulais dire ça parce que... Justement, pour aller dans ton sens, c'est un pays qui a 15 frontières. C'est un pays qui a 14 à 15 frontières, je crois, 15 frontières, avec la plupart des montagnes, des zones de montagne. Donc extrêmement difficiles à contrôler. Extrêmement. Et non seulement elles sont difficiles à contrôler, donc avec des contrebandes énormes, mais des contrebandes dont le régime a aussi besoin pour contourner les sanctions, justement. Parce que le régime lui-même, on l'a dit, ce qui coûte très très cher. Et pourquoi ça coûte extrêmement cher ? C'est que quand vous voulez exporter du pétrole ou quand vous voulez acheter des produits, vous devez le faire au marché noir. Ça veut dire que vous multipliez les intermédiaires. Ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher pour le pays qui épuise toutes ses devises là-dedans. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, donc, le régime a aussi besoin de ces contrebandes, en fait, de ces flux de contrebande. Mais dans ces flux de contrebande, il peut aussi y avoir des armes. Donc, le problème, il est là. D'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, si effectivement, comment l'Iran était une dictature, c'est même pas une dictature efficace, parce qu'on a vu le nombre d'agents israéliens. Alors, c'est vraiment des agents israéliens qui sont rentrés avec des drones lors de la guerre des 12 jours, et puis qui tiraient des drones depuis leur cuisine, etc. Je veux dire, bon, c'est une passoire. L'Iran est une passoire. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on veut simplement que l'Iran soit sur ses rails, ses propres rails, et qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère. Alors, c'est toute la question, et c'est toute voilà, c'est la souveraineté nationale et de toute la question des oppositions à ces régimes-là. Voilà. Moi, je suis opposant au régime, au système politique de mon pays. Mais la dernière chose que j'attendrai de qui que ce soit, c'est qu'ils viennent bombarder mon pays pour me libérer. Bah oui. Moi, je pense que ces oppositions qui appellent à l'intervention extérieure, ces oppositions qui appellent au bombardement de leur propre peuple, de leur propre pays, ce ne sont pas des oppositions. Ce sont des agents qu'il faut reconnaître, des agents de l'étranger. L'opposition à l'intérieur de l'Iran ou à l'extérieur qui tient un discours de ce type, à mon avis, elle est dévaluée, elle est discréditée et elle est dévalorisée immédiatement. On ne peut pas espérer être libéré par les bombes occidentales, on l'a vu. Si ça avait pu se faire un jour, on l'aurait constaté. Et d'ailleurs, là, si tu veux, cette dimension d'opposition inféodée à des intérêts, ou intégrée même dans des dispositifs de guerre étrangère, c'est tout à fait inquiétant. Mais de toute façon, on peut pas envisager une alternance, une vie démocratique tant que l'impérialisme noyote tout. Enfin, ce que disait Youssef au tout début. Mais je pense qu'il faudrait avant la fin de l'émission qu'on parle aussi des réactions à gauche. Oui, vas-y. Tu veux en parler maintenant ? Oui. Je voulais parler encore de l'Iran, moi, mais encore plein de choses à dire. Mais ça te dérange pas qu'on parle encore un peu de l'Iran ? On a du temps ou pas ? Je sais pas, ça fait un peu longtemps. Ça fait presque une heure, mais tu peux dire un dernier mot. Parce qu'on parle pas d'un point important. Un dernier mot. C'est des forces aussi régionales. C'est qu'on parle beaucoup de l'impérialisme. C'est qu'il faut aussi voir que dans le Moyen-Orient, il faut savoir que le Moyen-Orient vit une situation de chamboulement post-7 octobre. Il y a tout qui est chamboulé. La Syrie qui a commencé, l'Iran peut suivre, et c'est aussi le projet en fait de l'impérialisme. Mais il faut aussi bien comprendre que derrière l'Iran, tu as deux grands pays qui suivent, c'est la Turquie et l'Arabie Saoudite. En fait, c'est les trois pays importants de la région. Et qui chacun, je rappelle que l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite
le Moyen-Orient étant ce qu'il est, et c'est une tristesse absolue, est rempli de milices armées pro chacun de ces pays-là, sans compter le Qatar et les Émirats Arabes Unis, il faut encore les rajouter. C'est-à-dire qu'une déstabilisation de l'Iran ne subit pas qu'une seule déstabilisation des puissances occidentales, elle peut aussi subir une déstabilisation, et elle subit en fait de puissances régionales inféodées en plus de fait à la puissance occidentale, sachant que la Turquie est un membre de l'OTAN et l'Arabie Saoudite, c'est l'ami historique des États-Unis. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que je voulais juste rajouter ce point-là, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis et de la France, à raison, mais il faut aussi bien comprendre que l'Iran est aussi encerclé de rivaux qui sont en plus, très importants, inféodés eux-mêmes À l'ennemi. à la puissance impérialiste. C'est très important, c'est-à-dire qu'au moment où l'Iran va tanguer, tous les pays, de la même manière que la Turquie a mis son pied en Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, tous les autres pays vont mettre leur pied en Iran. Et ça, c'est le scénario syrien. Peut-être qu'on en reparlera à la fin. Puissance 10. Et parce que l'Iran, c'est pas la même chose. L'Iran, c'est un immense pays, une puissance régionale, historique, géographique, tout ce qu'on veut. Et on peut parler de la Russie et de la Chine. Je crois que Il faut aussi, beaucoup t'as de raison. camarades, d'amis, etc., se demandent quelle est la position de T'as ces raison, ouais. puissances. Je ne sais pas ce que tu en penses, Youssef, toi. D'abord, une des choses qui est reprochée à l'Iran, c'est d'abord de commercer avec la Chine en devise chinoise, je dirais, et donc de participer à l'effort, À la dédollarisation. bien sûr, à la dédollarisation du monde, à un moment où Trump espère le redollariser de plus belle. Il faut comprendre que ce qui se passe actuellement dans le monde, un camarade libanais me disait cela justement, il me dit, moi je lui disais, on en est revenu au 19e siècle, à la politique de la canonnière. Il me dit, mais non. Il me dit, mais non, tu racontes pas n'importe quoi. Il me dit, on en est revenu au 16e siècle, on en est revenu au moment où on arrive dans des pays, on le prend. Il me dit, parce qu'au 19e siècle, il y avait encore la prétention de civiliser. On colonisait pour civiliser ces peuples. Il y avait le prétexte de les amener à un niveau social, à un niveau de civilisation acceptable. Il dit, mais maintenant, on n'a même plus besoin de prétexte, on ne cherche même plus de prétexte. Aujourd'hui, on dit à ces peuples, on vient prendre votre pétrole et vous la fermez. Et si vous n'êtes pas content en plus, eh bien, on vous extermine. C'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on n'est même plus dans l'impérialisme, soi-disant, dans le colonialisme civilisateur du 19e siècle. Nous ne sommes même plus dans l'impérialisme... C'est de la prédation. Voilà, l'impérialisme post-1945, en fait, l'impérialisme post-1945, à vocation humanitaire. Les Américains, défenseurs des droits de l'homme, des libertés, etc. Nous ne sommes même plus dans ces configurations. Nous sommes au XVIe siècle, où les Espagnols débarquent en Amérique, et ils disent aux Indiens, comment... Alors, et même pas, parce que, en plus, même si on ne va pas rentrer dans le logiciel des conquistadors, mais les Indiens n'étaient pas des chrétiens, donc ce n'étaient pas des êtres humains. Mais là, il y a même pas, on ne cherche même pas de prétexte. On cherche même pas de prétexte. On ne dit pas, on vous prend ça parce que vous n'êtes pas... Non, on n'a rien à faire. On en a besoin, on le prend et vous dégagez. Ou on vous extermine. On est dans une situation, tu l'as dit, Omar, de prédation totale, pure, à 100%. Alors, aujourd'hui, au Moyen-Orient, je le dis franchement... on ne va pas aller chercher démocratie. C'est bien de chercher la démocratie, c'est bien de chercher la bonne gouvernance. Démocratie saoudienne. Mais saoudienne, bien sûr, c'est bien. Démocratie émiratie. Mais Qatari. aujourd'hui, ça pose un front anti-israélien au Moyen-Orient. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite elle-même a peur d'Israël. Et c'est ce qui explique les reconfigurations d'alliances qu'il y a actuellement au Moyen-Orient. Comment ? La Turquie aussi a peur. Mais bien sûr. Alors même qu'elle est dans l'OTAN. Mais bien sûr. Alors même qu'elle est dans l'OTAN. Ils ont intérêt à voir. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on explique ce qui s'est passé, l'épisode militaire qui s'est passé entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, où l'armée saoudienne a bombardé des bases émiraties au Yémen, parce que le Yémen avait effectivement essayé de soutenir la sécession. Donc voilà. Non, mais c'est important. On accueille Marlène. On accueille Marlène, voilà. L'élément israélien, parce que ce qu'on reproche surtout aussi à l'Iran, c'est le soutien à la Palestine. Oui, puisque c'est le seul État en tant que tel, je ne parle pas de Hezbollah, je ne parle pas des Houthis, je ne parle pas État en tant que tel, qui aujourd'hui, malgré tout, a soutenu massivement quand même la Palestine. Et concrètement, c'est aussi cela, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est détruire le seul soutien palestinien concret. Marlène. On accueille Marlène, comment vas-tu ? Bien, merci, ça va et vous ? On va parler de l'OTAN et de la proposition de la France Insoumise de quitter l'OTAN, mais avant ça, Yazid, tu voulais parler des réactions à gauche sur l'Iran. Je pense que Marlène, tu veux échanger. Oui, on va peut-être parler maintenant des réactions. Directement ? En vrai, tu peux. Non, mais. Tu voulais parler de quel sujet L'OTAN, c'est l'OTAN, on va parler de l'OTAN. Non, mais je veux
Vas-y, vas-y. Ah ok, non, moi je voulais juste parler des réactions, voilà, on peut conclure sur ça. des réactions à gauche, notamment de la France Insoumise sur l'Iran, qui disait dans un tweet tous nos yeux sur l'Iran, en reprenant un peu la phrase All eyes on Rafah. Il y avait Mathilde Panot qui disait alerte, régime iranien a coupé la connexion internet dans le pays, le pire est à craindre pour protéger les manifestants et exiger la libération des prisonniers politiques, la France doit agir. Donc appeler la France doit agir à quel niveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore plus de sanctions. Voilà, toujours plus de sanctions. Voilà, c'est vraiment. Et on voit derrière ça aussi peut-être le relent islamophobe. Mais il y a tellement, comme vous avez expliqué, il y a tellement aucun discours sur les origines de Voilà. tout ça, sur l'impérialisme, sur les sanctions. C'est tellement absent que je pense même à la France Insoumise, je pense qu'ils sont pas très bien formés sur l'Iran. Moi, je pense que là, pour le coup, je pense que c'est un sujet de formation où je pense qu'ils c'est un peu des billes et ils tombent dans les trucs faciles de il y a de l'autorité, il y a de C'est la un régime répression. théocratique. Voilà, par rapport à justement la réaction C'est au plus ça Venezuela. qu'une instrumentalisation crasse, une propagande crasse. Bien sûr. Pour moi, la France Insoumise, c'est grave. plus Oui, c'est un manque de formation et aussi un impérialisme qui est aussi partagé, qui est aussi très, C'est ce que tu disais. qui est aussi très partagé dans la classe politique médiatique. Et c'est quelque chose que la France Insoumise n'a pas réussi à interroger jusqu'à présent. Mais il y a le facteur islamophobe parce que l'histoire là nous donne un exemple avec le Venezuela. La réaction de la France Insoumise sur le Venezuela était plutôt pas mal. Elle dénonçait tout de suite les sanctions, l'embargo, l'impérialisme américain, etc. Mais le là, du Venezuela- coup, il y a un manque. Le Venezuela, excuse-moi, a une image très différente de l'Iran. Non, mais c'est ce que je dis. Alors, il y a, c'est ce que je dis, il y a oui, un bien sûr. consensus mou, une sorte Ouais. d'idéologie Puis, et marxiste un peu, voilà, qui Le progressisme de Chavez et tout. Le chavisme, bien sûr, ouais. moderniste, voilà. Il y a toute cette espèce de magma Bien sûr. informe qui cache une très profonde méconnaissance des réalités de ces pays-là. Ces gens n'ont pas une connaissance particulièrement fine des réalités au Moyen-Orient. Ils ont des grandes idées, des paramètres généraux, mais une connaissance, à mon avis, tout à fait superficielle. Quand on les entend parler du Maghreb, déjà, on se tient On court aux abris. devant cette espèce d'ignorance vertigineuse. Alors les amener plus loin, c'est les amener vers des horizons qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc l'Iran, c'est des barbus affreux. C'est ça. Des mollahs affreux qui enchadorisent les femmes et qui sont donc par définition des gens pas bien et qu'il faut réprimer. Femme, vie, liberté. Ouais. Mossad. Et faut aussi rappeler que ces pays occidentaux qui font la leçon à l'Iran, on rappelle qu'il y a quelques jours, il y a eu l'assassinat aux États-Unis par la police de l'immigration, ICE, qui est vu un peu comme la Gestapo là-bas aux États-Unis. J'ai vu vraiment des comparaisons avec les droits de la Gestapo de l'époque et les droits de la police ICE de l'immigration. On rappelle tous les refus d'obtempérer qui se finissent par des morts en France. On a reçu une famille lundi dernier ici. Mais ils ont tué une femme, la police de l'immigration. Oui, c'est ça, la police d'immigration a tué une femme. Ils déportent massivement, ils continuent. Ils l'ont tué à bout portant dans sa voiture. C'est ça, voilà. C'est Ils ont extraordinaire. justifié ça de la même manière que la France justifie souvent les Naël, en disant bien sûr. soutien aux policiers, etc. Oui. Il a fait que se défendre. Maintenant, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur la gauche, ça rejoint ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que ces gens-là ont une empathie, mais ils ne connaissent pas le pays. Ils ne veulent pas le connaître. Et là, c'est plus qu'une question islamophobe. Je pense que c'est vraiment de l'orientalisme à l'état pur. Que dire la France doit agir, c'est grave. Cette gauche-là, elle a participé pendant longtemps à... pas dire l'instrumentalisation du progressisme, mais quand même le fait de dire on défend les minorités des pays du Sud, on défend les femmes, les LGBT. Ils ont participé à ça pendant longtemps. J'ai pas envie de dire naïvement, parce que je pense que c'est en responsabilité. Et aujourd'hui, malheureusement, comme l'a dit Youssef, comme vous l'avez dit, c'est tellement flagrant que c'est instrumentalisé. C'est tellement flagrant qu'on n'est plus dans l'empathie, là, on est clairement dans la défense de l'impérialisme, que ça tient beaucoup moins. Là, ça tient beaucoup moins. Moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve qu'il faut voir aussi l'origine. Je pense que c'est toi qui as raison en disant que c'est un manque de formation, mais ce manque de formation, il est terrible. C'est-à-dire que, et je suis désolé de le dire, pourquoi ils sont plus formés sur le Venezuela que l'Iran ? L'Iran, c'est une puissance régionale, une puissance internationale. C'est des amis avec les BRICS et tout. Qu'est-ce qui justifie concrètement ? Là, c'est la blanchité, là. C'est vraiment, comme l'a dit Omar, là, c'est la blanchité, et surtout cette vision. Et la FI, elle a l'image de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que cette propagande, perpétuelle sur l'Iran, fait que les gens ne s'intéressent pas à ce pays-là, sont au courant de rien de ce pays-là, et tombent bêtement dans le panneau que leur donne l'impérialisme. Et ça prouve toujours que
C'est pour ça aussi que, je fais pas de l'autopropagande, mais c'est pour ça que nos discussions-là sont précieuses. C'est que, et moi, pour avoir cherché même dans des médias comme Blast ou autres, Non, c'est très compliqué. C'est toujours compliqué. L'impérialisme, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on est les seuls à parler de l'Iran et en fait, on est les seuls à parler des Iraniens surtout. En fait, on est les seuls à parler des Iraniens depuis. Même de l'Iran, non, même de l'Iran. Non mais Même peut-être plus de l'Iran que des Iraniens. non, parce qu'on a quand même parlé de la situation économique des Iraniens depuis tout à l'heure. Et pourquoi on n'entend jamais parler de ça, tu vois? Pourtant, c'est vraiment ça. Attends, je vais juste finir. Pour moi, le vrai truc, excuse-moi Marlène, le vrai truc problématique dans la communication, c'est la France doit agir. Voilà, dire ça, Ouais. Bah oui. appeler à ce qu'un pays impérialiste comme la France agisse sur la politique iranienne, c'est un problème qu'on ne peut pas. Excuse-moi. Moi, je pense que ce qui est dommage, Plus près. ce qui est dommage dans cette affaire, c'est qu'il y a un peu une opportunité qui est manquée dans la mesure où il y a un lien en fait entre le Venezuela et l'Iran. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et l'Iran, le Hezbollah, enfin toute la région, etc. Quand Trump capture Maduro, c'est comme par hasard l'anniversaire de la mort du général Qassem Soleimani, qui est mort en 2020. Qui a été assassiné par Qui est qui la CIA, les Saoudiens. Qui est qui Un grand général iranien qui était très populaire en Iran, qui a été assassiné en Irak. Et au même il y a moment, aussi des problèmes avec La force sa coach. figure. Hein. Et au même moment, moi, d'après ce que j'ai lu, le Hezbollah aurait reçu des messages de la part du gouvernement américain disant voyez, maintenant c'est terminé, rendez les armes dans le cadre des plans de négociation Oui. d'un Pour la trêve, pour le cessez-le-feu au Liban. Voyez ce qu'on a fait au Venezuela, soyez prêts. Donc c'est quand même un message qui est dirigé évidemment au Venezuela et à la région, mais aussi au monde entier, au Liban, au Hezbollah, à l'Iran, etc., etc. Donc en fait, il y a quand même un lien entre les deux, et je pense que c'est dommage que la France insoumise ne voit pas ça d'un point de vue structurel, en fait. On va pas le mieux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, parfaitement. Ouais. On a rien à Si dire. ça vous va. Désolé. mais- Très bien résumé. Ouais. Tu as fait une synthèse. Ouais. Très bien. Il y a juste Omar Enaye qui disait dans le chat Qassem Soleimani, criminel de guerre en Syrie, il faut aussi le rappeler. Alors, c'est pas une figure. par rapport à ça, simplement encore une fois, oui, effectivement, il y a beaucoup Et après, on passe à autre chose. d'exécutions en Iran. Ouais. Beaucoup trop. Il faut savoir que la plupart, c'est pour la drogue. Hein. L'immense majorité, c'est pour la drogue. C'est On la exécute. question de la drogue qui est terrible. Et puis Mais surtout, quand c'est des politiques, malheureusement, c'est. bien sûr, il y a ça. Effectivement, il s'agit pas de dire que c'est pas. Et puis surtout, alors la situation des femmes. Alors les femmes iraniennes ont parfaitement le droit de revendiquer, et elles ont parfaitement le droit. Certaines sont pour le régime, d'autres sont absolument contre le régime. Elles ont le droit de revendiquer. Simplement, ce qui n'est pas bien en France, c'est l'instrumentalisation de cela. Hein. On est bien d'accord, femme, vie, liberté. Ah, on est d'accord. Pour répondre, on est tout à fait d'accord. Hein. Mais femme, vie, liberté, partout. Pourquoi on ne dit jamais cela avec les Émirats Arabes Unis qui sont vraiment la puissance qui aujourd'hui contrôle beaucoup en Et France? qui kidnappe des femmes. Qui kidnappe avec l'Arabie Saoudite, Oui, oui. j'en passe, c'est des meilleurs. C'est ça le problème, encore une fois. Hein. Il ne s'agit pas du tout de nier les questions, les problèmes structurels qui existent, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on interroge n'importe qui sur les effets des sanctions, les effets des sanctions, c'est pas uniquement une catastrophe économique, c'est aussi, ça rigidifie les régimes. Oui. Ça rigidifie les régimes, ça empêche toute ouverture. Et effectivement, comme le logiciel du régime iranien, enfin j'en ai marre de dire régime, pouvoir, du gouvernement iranien, hein, bon, eh bien comment c'était le religieux, parce que c'est comme ça que la révolution islamique s'est faite. Hein, relire comment Ali Shariati, etc., Foucault, comment l'auteur français, hein, sur la révolution iranienne, il a écrit des choses tout à fait intéressantes. Eh bien, comme c'était le logiciel religieux, plus on va l'attaquer sur le logiciel religieux, et plus il va s'arc-bouter sur ce logiciel religieux. Donc, et pourquoi? Parce que l'Iran est encerclé. Et c'est l'encerclement qui provoque les régimes autoritaires. Moi j'ai tendance à... Et je ne veux pas... J'ai rien contre nos amis trotskistes, hein, mais le stalinisme n'est pas uniquement dû à un méchant monsieur qui s'appelle Staline, hein, vu de l'extérieur au niveau de l'autoritarisme. Hein. C'est aussi l'encerclement total de la Russie soviétique à l'époque. Généralement, ça ne crée pas des démocrates et des gens gentils. Pourquoi? Et surtout aujourd'hui, on a l'expérience, Mossadegh pour l'Iran, mais Allende et des tas d'autres qui ont été assassinés, Patrice Lumumba, ils ont tous joué le jeu de la démocratie. Et je vais vous dire une chose, on va faire un petit décompte. Prenez vos manuels d'histoire. Tous les leaders du tiers-monde, je dis bien tous, qui ont joué la carte de la démocratie ont été éliminés. Bah oui. Tous. Ouais. Donc moi je veux bien, oui, il faudrait la démocratie. Ok, il n'y a aucun leader du tiers-monde. Ah oui, qui a joué la carte de la démocratie et qui voulait la souveraineté nationale, je veux dire, hein, évidemment, en même temps.
C'est incompatible. Ils ont été éliminés. Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, la liste en Amérique latine, Mais en plus, c'est un pays qui a deux partis depuis le début de son histoire, le premier qui a la millénaire. même politique internationale depuis toujours, qui nous fait la leçon, donc en termes de démocratie. Alors moi, je suis tout à fait prêt à dire femmes, vie, liberté partout dans le monde, mais pas uniquement d'ailleurs pour les femmes, pour les hommes aussi et pour les petits-enfants aussi. Hein. Mais qu'on cesse d'instrumentaliser cette aspiration à la démocratie, hein, surtout quand c'est le fait de l'impérialisme. Quand l'impérialisme sera affaibli, on y verra déjà plus clair.